Aujourd'hui, on explore des sources, disons, assez révélatrices sur une situation tendue, celle d'Ibrahim Traoré au Burkina Faso. On a d'un côté ce jeune dirigeant qui semble vouloir changer les choses, et de l'autre des accusations graves qui viennent des États-Unis. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment? On va essayer de décortiquer ensemble ce que nous disent les documents qu'on a consultés sur le Burkina, Traoré, les critiques du général Langlais notamment, et puis la signification plus large pour l'Afrique selon les analyses. L'idée, c'est de saisir les points clés. Comment les récits s'affrontent, la vision portée par Traoré, les défis énormes, sécurité et économie, et puis ces solutions locales qui émergent, comme le fonds de soutien patriotique. Allons-y. Alors justement, cette accusation du général Langlais, il dit que Traoré utilise l'or du pays pour financer ce qu'il appelle une junte, c'est un mot fort, et pour se maintenir au pouvoir illégitimement donc. Qu'est-ce que les analyses en disent de cette approche? Oui, alors ce qui ressort des lectures, c'est que cette rhétorique est vue comme une tentative assez classique de délégitimation. Utiliser le terme junte, c'est pas anodin, ça vise, selon ces analyses, à isoler le régime, à le peindre sous un jour négatif. Pour potentiellement justifier une action future. Voilà, potentiellement. C'est une stratégie narrative en fait. On façonne la perception pour influencer les événements. Les sources mentionnent même cette idée de diviser pour régner en utilisant potentiellement d'autres figures du continent pour porter la critique. Et face à ça, Traoré, lui, est présenté dans nos sources comme une sorte d'incarnation. D'incarnation de quoi? Dans certains esprits panafricains renouvelés, d'une volonté d'indépendance très marquée par l'héritage de Thomas Sankara. D'ailleurs, les textes suggèrent qu'il est très conscient du passé. L'assassinat de Sankara, oui. Exactement. Et que ça le rend particulièrement vigilant aujourd'hui. Il porterait une forme de souverainisme, disons, assumé. Un souverainissement qui doit composer avec un contexte extrêmement difficile. Les sources insistent sur l'insécurité, les groupes djihadistes. Tout à fait. Certaines analyses lient même ça à l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011, comme source de déstabilisation régionale, et évoquent un possible soutien extérieur à ces groupes. Oui, cette question du soutien extérieur revient, et ça a un impact énorme, évidemment. Sur le budget, j'imagine, les dépenses militaires doivent être colossales. Absolument. Ça grève lourdement les finances publiques. Et c'est là qu'interviennent ces solutions internes dont on parle. Ce fonds de soutien patriotique, par exemple. Oui, c'est intéressant parce que les documents décrivent ça comme une mobilisation populaire assez directe. On demande aux citoyens de contribuer à l'effort de défense, au développement. Et ça marche, oui? Apparemment oui, les montants récoltés sont significatifs. Mais il y a une autre dimension, plus stratégique peut-être, la question de l'or. Ah, l'or! On y revient. Oui. Le Burkina a d'énormes réserves, parmi les plus grandes d'Afrique. Et l'idée, d'après les sources, c'est de constituer une réserve nationale solide. On va faire quoi? Nationaliser les mines d'abord? Il y a cette volonté, oui, de mieux contrôler l'exploitation minière, pour que la richesse profite au pays. Mais surtout, l'objectif serait d'utiliser cet or pour adosser une future monnaie. Une nouvelle monnaie? Peut-être une monnaie commune, avec le Mali, le Niger, dans le cadre de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. D'accord. Et là, selon les analyses qu'on a lues, une monnaie régionale garantie par de l'or, ça pourrait vraiment changer la donne économique. Réduire la dépendance. C'est vu comme un acte de souveraineté majeur. C'est une perspective assez radicale, en effet. Effectivement. Et ce qui est frappant aussi, c'est le contraste que décrivent les documents. D'un côté, on aurait un soutien populaire très fort pour Traoré. Visible dans les rues. Oui, des manifestations importantes au Burkina et même ailleurs, en Afrique et au-delà. Et de l'autre, un silence assez notable de la plupart des autres dirigeants africains. Comment les sources expliquent ce silence? Elles l'analysent comme un possible héritage de la domination indirecte, une sorte de dépendance persistante vis-à-vis d'intérêts extérieurs qui freineraient les élans de solidarité ou les positions trop tranchées. Ce qui nous ramène à cet appel, présent dans les textes, à plus de solidarité africaine, à des leaders plus connectés au peuple. Un sentiment que Traoré semble capter? Oui, et d'ailleurs, une enquête Afrobaromètre citée montre bien cette méfiance des citoyens envers les institutions traditionnelles dans beaucoup de pays. Donc, si on essaye de synthétiser ce qu'on a vu dans ces documents, Ibrahim Traoré ressort comme une figure de rupture en Afrique de l'Ouest. Il fait face à ce qui est décrit comme des tactiques de déstabilisation bien connues. C'est ça. Mais il répondrait avec des stratégies propres, en misant sur la mobilisation populaire et cette quête de souveraineté économique notamment via l'or. Exactement. La mobilisation interne et les ressources naturelles comme levier. Et ça nous amène à une dernière réflexion, une question qui reste en suspens après cette exploration. Quand on voit émerger des figures comme Traoré et le soutien populaire massif qu'elles peuvent générer, même sous pression externe,
qu'est-ce que ça nous dit des changements possibles dans la façon de gouverner en Afrique et dans les rapports de force sur le continent pour les années à venir? C'est une question ouverte, bien sûr.